Tout d'abord, Jean-Pierre Luminet, qui lui est astrophysicien, qui est un spécialiste des trous noirs. C'est quoi votre travail, Jean-Pierre? Oui, essentiellement les applications de la relativité générale à l'astronomie. Oui, alors les trous noirs, c'est vraiment les trous noirs en particulier, auxquels j'ai consacré un bon nombre d'années dans ma vie de recherche. Et puis plus récemment, je travaille à nouveau dans un domaine plus cosmologique, c'est-à-dire l'étude de la structure de l'univers à grande échelle. Mais quand on travaille sur les trous noirs, c'est vraiment de la théorie, parce que par excellence, on ne peut pas les voir. Oui, enfin, il y a tout de même une interface avec l'observation, c'est-à-dire que depuis le début des années 1960, on a repéré dans le ciel des sources, ou d'autres sources, dans lesquelles on soupçonne l'existence de trous noirs, qui effectivement au départ ont été des objets qui sont le fruit de la spéculation théorique. C'est ça. La cosmologie est quand même une science. Enfin, on peut dire qu'aujourd'hui la cosmologie est une science, mais extrêmement jeune. Elle s'est structurée très rapidement. D'abord, la cosmologie existe depuis le début de l'humanité, depuis que l'homme pense évidemment au cosmos. La cosmologie scientifique commence peut-être à Galilée, puis Newton. Et la cosmologie, comment dirais-je, encore plus scientifique, mais on commence avec la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais il y avait encore au début beaucoup d'a priori philosophiques et donc beaucoup d'incertitudes parce qu'il n'y avait aucun fait observationnel. Et ce n'est qu'à la fin des années 30, avec la première observation de l'expansion des galaxies, où on a pu soupçonner que l'univers donc se dilatait, donc avoir un modèle d'univers dynamique. Et puis la théorie de l'état stationnaire date des années 1940, donc le seul fait cosmologique avec une assise, avec une correspondance observationnelle, c'était l'expansion des galaxies, ce qui a laissé donc la possibilité à donc un certain groupe de théoriciens d'imaginer la théorie de l'état stationnaire, la thèse de l'état stationnaire. Mais cette théorie est tombée lorsqu'un nouveau fait observationnel s'est développé, à savoir donc l'observation de l'homogénéité, de l'isotropie, du rayonnement cosmologique. Et donc, en fait, la cosmologie est actuellement en train de se structurer, mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, comme l'a mentionné Alain, il n'y a que 3 faits observationnels qui sont non pas des preuves de la théorie du Big Bang, mais des vestiges assez convaincants de ce modèle de Big Bang. Et il est effectivement très sain que dans la communauté astrophysicienne, il y a encore des astrophysiciens qui contestent la théorie du Big Bang, ne serait-ce que pour forcer les partisans de la théorie du Big Bang à affiner leurs arguments et à assurer leur démonstration. Mais est-ce que ces physiciens, ces physiciens-là, eux-mêmes cherchent à trouver des arguments qui iraient à l'encontre du Big Bang? Bien sûr. Bien sûr, oui. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les astrophysiciens qui mettent en avant ces anomalies, jusqu'à présent, n'ont pas, mis à part le fait de mettre en avant ces anomalies et de contester la théorie du Big Bang, essentiellement d'ailleurs pour des raisons métaphysiques, n'ont jusqu'à présent pas réussi à élaborer une théorie physique concurrente, rivale, qui puisse rivaliser, même de très très loin, avec celle du Big Bang. C'est-à-dire, donc, c'est la raison pour laquelle les astronomes, non pas du tout pour des raisons dogmatiques ou religieuses, ce qui nous ferait le qualifier d'hérétique, les gens, bien entendu. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, la majorité des astrophysiciens et des physiciens théoriciens qui s'intéressent à la cosmologie travaillent tout naturellement sur le modèle du Big Bang, parce que c'est de très très loin le modèle qui marche le mieux. C'est à partir de toute cette matière donc, que se sont fabriquées les étoiles, les galaxies. Et la question, est-ce que les étoiles se sont fabriquées avant les galaxies ou ce sont les galaxies qui se sont fabriquées avant les étoiles? Est-ce que c'est une question honnête? C'est une très bonne question, tellement bonne qu'on n'en a pas encore la réponse. C'est quelque chose aussi élémentaire qu'une question comme celle-là. Eh bien, c'est l'un des grands problèmes de la cosmologie physique, je peux dire, parce que maintenant, on va aborder une cosmologie plus tardive. Il ne s'agit plus des quelques premiers instants, des quelques premières fractions de seconde de l'univers. C'est l'histoire de l'univers, la structuration de l'univers, parce que l'univers actuellement que l'on observe, il est réellement structuré en îlots de matière. Il y a des planètes qui tournent autour d'étoiles. Les étoiles sont associées dans de vastes systèmes de centaines de milliards d'étoiles qui sont des galaxies, qui elles-mêmes évoluent, virevoltent dans des amas de galaxies, qui eux-mêmes, maintenant on commence à s'en apercevoir, s'associent dans de très très vastes structures sous forme qui pourraient être des filaments ou des surfaces de bulles entourant des régions relativement vides. Et le problème, c'est de savoir comment se sont formées ces structures, vraisemblablement par le jeu de la gravitation, qui effectivement gouverne la structuration de l'univers à grande échelle, mais arriver à reproduire ces structures, c'est l'un des grands problèmes de la cosmologie physique actuelle, en interaction évidemment avec la cosmologie observationnelle, qui essaie de recenser les galaxies les plus lointaines et des regroupements en vaste structure.
Et donc, pour en revenir à cette question aussi élémentaire que de savoir si ce sont des galaxies ou des étoiles ou des structures plus vastes, correspondant à ce qu'on appelle aujourd'hui des amas ou des super-amas de galaxies, lesquels se sont formés en premier, on l'ignore encore. Il y a bien évidemment, les théoriciens ont imaginé, ont bricolé de très nombreux scénarios. Dans certains scénarios, ce sont les étoiles qui se forment en premier, dans d'autres, ce sont les galaxies, mais aucun, à l'heure actuelle, n'est définitif. Alors pourtant, vous avez apporté un film, Jean-Pierre Luminet, qui raconte la formation de ces grands... Oui, alors j'en parle d'autant plus volontiers que ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne suis pas responsable. C'est un film qui a été réalisé par un de nos collègues américains au Massachusetts Institute of Technology, qui s'appelle Bertschinger, c'est une simulation, c'est-à-dire c'est le résultat, une visualisation en image d'un calcul d'ordinateur qui étudie l'évolution de structures dans l'univers primordial, c'est-à-dire qui commence il y a, disons, 1 million d'années après le Big Bang, et puis qui est prolongé jusqu'à aujourd'hui, et qui raconte l'organisation et la structure de la matière soumise à l'influence de la gravitation. Et c'est une donc, simulation numérique qui met en jeu des points, on va voir sur le film, on va voir des points qui sont censés figurer des galaxies, et puis avec un ingrédient supplémentaire qui est un des ingrédients apportés précisément par la physique des particules, apporté depuis une dizaine d'années à la cosmologie, que l'on appelle la matière sombre. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de cette matière sombre. En tout cas, c'est un scénario de formation des structures, incluant non seulement de la matière lumineuse, telle que la matière que l'on peut l'observer au télescope, directement sous forme d'étoiles et de galaxies, mais également un type de matière que l'on ne détecte pas au télescope, que l'on appelle la matière sombre, car elle n'est pas lumineuse, mais dont on soupçonne fortement l'existence. Initialement, on avait une distribution relativement homogène de matière dans l'univers. Donc ça, c'est à quelle époque? La petite, eh bien, ça a dû démarrer, je ne sais pas, disons, il y a 100 millions d'années après le Big Bang. Et puis, on a une échelle de temps. Vous voyez le petit curseur à droite qui monte. C'est simplement une mesure du temps qui s'écoule au cours de la simulation. Alors, si vous voulez, chaque seconde de la simulation correspond en fait peut-être à, je ne sais pas, peut-être à peu près 100 millions d'années en temps réel. Donc il faut faire évoluer effectivement les structures très très vite. Dans la deuxième partie du film, je crois qu'on va avoir un zoom sur la partie qui a été encadrée dans la première partie du film. Alors, toute simulation, c'est d'arriver de reproduire la structure à très grande échelle de l'univers qui est aujourd'hui observée, car les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers, ne sont pas distribuées aléatoirement et au hasard, mais se regroupent en structures très particulières qui ressemblent à des filaments. Et effectivement, cette simulation numérique arrive à reproduire cette structure assez filamentaire, c'est-à-dire la matière lumineuse qui est rassemblée réellement dans des sortes de filaments, et entre ces filaments, il y a de grandes régions qui semblent vides de matière lumineuse, mais qui en fait pourraient être pleines de cette fameuse matière sombre à laquelle j'ai fait allusion. Mais alors cette grosse tache lumineuse, là, c'est une galaxie? C'est un ensemble de galaxies, c'est le résultat de ce qu'on appelle un merger, une fusion de plusieurs galaxies. Ce film-là, on ne l'a jamais vu ici, on est parmi les premiers à le voir. Oui, c'est un film qui a été présenté au mois d'août dernier au colloque de Blois. C'est ça, oui. Bon, alors là... Bon, il y a de très nombreuses autres simulations numériques qui sont faites à l'heure actuelle. Bien entendu, l'un des grands jeux des cosmologistes, c'est précisément de s'amuser, sérieusement bien entendu, avec des ordinateurs, à changer légèrement les ingrédients de la simulation numérique, à changer légèrement les paramètres, à mettre plus ou moins de matière sombre, plus ou moins de matière lumineuse, le but étant toujours de reproduire la distribution observée des galaxies. Car là, réellement, il y a une interface entre, évidemment, la cosmologie théorique et puis la cosmologie observationnelle, car maintenant, avec les télescopes très puissants dont on dispose à l'heure actuelle, on peut faire des sondages très profonds de l'univers, observer la matière très très lointaine et étudier la répartition réellement à 3 dimensions des galaxies pour précisément se rendre compte que ces galaxies ne sont pas du tout distribuées au hasard, mais appartiennent à de très vastes structures, et donc, grand problème, arriver à reproduire ces structures par la théorie
de la structuration gravitationnelle. Quand on parle, là c'est la formation des grandes structures. Oui. Pour le moment, elles sont en train de s'organiser, Oui, c'est-à-dire que les galaxies ne s'éloignent pas encore. Oui, alors ce film donc, qui dure, chaque séquence qui dure une trentaine de secondes dans le temps de la simulation, donc reproduit à une véritable échelle de temps cosmologique, ça durerait pratiquement 10 milliards d'années. C'est ça, Puisque oui. le résultat final de la simulation, c'est censé reproduire l'univers tel qu'il est observé maintenant. Oui. Donc là, c'est... Tandis que le départ de la simulation, c'est l'univers au moment de la formation des premières structures, des premières galaxies dans l'univers. Donc là, pour le moment, c'est un film, on pense que ça s'est passé comme ça, mais C'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle parmi d'autres. On a fait un modèle qui, pour l'instant, marche relativement bien, puisque, comme tout bon modèle, d'ailleurs c'est pour ça qu'on le montre, ce qui est réussi à reproduire ce qui est observé. Évidemment, on ne va pas montrer les milliers d'autres films qui ont été réalisés qui n'arrivaient pas à reproduire ce qui est observé, qui sont allés directement à la poubelle. Oui. Le problème des limites de l'univers a un double aspect, parce qu'il ne faut pas oublier que l'univers, c'est de l'espace-temps. C'est à la fois de l'espace et du temps. Donc il y a le problème des limites spatiales de l'univers, est-ce qu'il est spatialement infini ou pas? Et ça, la théorie de la relativité générale ne nous dit rien sur cet aspect-là de la question, ne nous donne pas de réponse. Et puis il y a le problème de la limite de l'univers dans le temps, parce que l'univers a une histoire qui se prolonge indéfiniment ou pas, aussi bien dans le passé que dans le futur. Ben, on vous avait déjà dit, puisqu'on parle de Big Bang, cela suggère que l'univers a une histoire déjà finie dans le passé, et la question c'est de savoir est-ce que l'univers a une histoire finie ou infinie dans le futur, c'est-à-dire est-ce que cette expansion des galaxies qui est observée va se poursuivre indéfiniment, en disposant d'un temps infini devant nous, c'est-à-dire que les galaxies vont s'éloigner les unes des autres, sans jamais, et ce mouvement d'expansion ne va jamais se terminer. Donc là, c'est une ouverture dans le temps infini, c'est un modèle d'univers éternel, qui est né à un certain moment fini dans le passé, mais qui va se poursuivre perpétuellement. Et puis l'autre alternative, c'est un univers qui est en expansion-contraction, c'est-à-dire l'univers, après une phase d'expansion maximale, finirait par se recontracter sur lui-même et pour aboutir à une sorte de symétrique temporelle du Big Bang, qu'on peut appeler un Big Crunch, c'est-à-dire où toute la matière finit par s'effondrer sur elle-même, ce qui marquerait une sorte de fin de l'univers dans le futur. Fin entre guillemets, de la même façon qu'on a parlé des origines de l'univers entre guillemets. Gilles Cohen. Effectivement, on remonte, en faisant de l'observation astronomique, on remonte toujours le fil à l'envers, on remonte l'histoire à l'envers. C'est-à-dire quand on regarde une galaxie qui est à 10 milliards d'années, cette lumière a mis 10 milliards d'années à nous parvenir. Donc nécessairement, ça veut dire que cette galaxie était très très jeune. Puisque, oui, c'est ça. Alors, effectivement, les objets les plus lointains, les sources ponctuelles les plus lointaines que l'on observe actuelles sont les quasars, que l'on pense qu'une assez bonne source de crédibilité d'ailleurs, je pense être des noyaux de galaxies primitives, des noyaux extrêmement brillants, qui sont d'ailleurs vraisemblablement alimentés, qui pourraient être alimentés par un trou noir géant avalant des étoiles, ce qui permet peut-être de faire la transition. Justement, voilà, les trous noirs, on va parler des trous noirs maintenant et vous poserez votre question ensuite, parce que les trous noirs, Jean-Pierre Luminet, vous êtes vraiment un spécialiste et c'est vraiment un objet très très étrange dans l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Oui, la question piège. D'ailleurs, le trou noir étant lui-même un piège par définition. Oui, le trou noir c'est un piège à particules et à rayonnement, oui, un piège à particules et à lumière. C'est en quelque sorte le triomphe ultime de la gravitation sur la matière et la lumière. Au départ, c'est une idée de théoricien, en partant de l'idée simple que pour s'arracher à l'attraction gravitationnelle d'un corps quelconque, une planète, une étoile, il faut une certaine vitesse minimale, qui est d'autant plus grande que le corps est plus massif. Par exemple, vous savez que pour envoyer une fusée, pour que cette fusée échappe à l'attraction gravitationnelle terrestre, il faut lui conférer une vitesse 6 km par seconde. Et très vite, au XVIIIe siècle, on s'est posé la question, pourrait-il exister dans l'univers des astres tellement massifs ou tellement denses, concentrés, que cette vitesse, on appelle ça la vitesse de libération, atteigne la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Et donc là, s'est formée la première idée de trou noir, car en effet, si l'on imagine des astres suffisamment importants, concentrés, massifs, pour que la vitesse, pour s'en échapper, dépasse la vitesse de la lumière, on sait aujourd'hui que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, aucune particule matérielle ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Cela veut dire que ces astres hypothétiques, s'ils existent, emprisonnent la matière et la lumière. Donc la matière et le rayonnement ne peuvent pas sortir de ces astres hypothétiques, donc que l'on appelle des trous noirs. Alors ce qui était au départ une idée théorique s'est transformé en une idée plus astronomique, ne serait-ce que parce que dans les années 1960, on a commencé à découvrir dans le ciel un certain nombre
de sources d'astres, certaines émettant en rayon X, d'autres étant les quasars par exemple, qui laissaient fortement soupçonner la présence de trous noirs de diverses tailles comme étant le moteur responsable des phénomènes observés. Alors ça semble paradoxal de lier en fait l'existence de trous noirs, qui par définition sont des astres invisibles, à précisément des sources extrêmement énergétiques qui ont été découvertes. Eh bien parce qu'en fait le trou noir est un formidable moteur potentiel pour produire de l'énergie à la matière, pour faire cracher de l'énergie à la matière qui tombe dans un trou noir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire sur le trou noir. D'abord, c'est parfaitement adapté au sujet de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, ne serait-ce que parce que il est tout à fait possible qu'il puisse exister des trous noirs de toute taille et de toute masse, depuis les trous noirs microscopiques qui se seraient formés dès les premiers instants du Big Bang. On appelle ça des trous noirs primordiaux. Alors ce pourraient être des trous noirs qui ont la taille de particules élémentaires, aussi petits que le proton, 10-13 cm, dont la masse correspondante serait la masse grosso modo d'une montagne terrestre ou d'un petit astéroïde, jusqu'aux trous noirs qui se forment aujourd'hui par exemple par l'évolution des étoiles. On pense aujourd'hui que, on sait que les étoiles évoluent, qu'au cours de leur évolution, qu'à la fin de leur évolution, les étoiles se contractent sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre gravitation. Et l'un des résidus possibles de cette contraction, c'est le résidu extrême d'ailleurs pour les étoiles massives, c'est la formation d'un trou noir, donc avec emprisonnement de la matière et de la lumière. Et puis on pense qu'il peut exister des trous noirs géants qui se trouveraient dans les noyaux de galaxies, au cœur de galaxies, qui pourraient s'être formés soit par croissance d'un trou noir initialement stellaire et qui, en absorbant de la matière, croît au cours du temps, ou soit carrément par l'effondrement en bloc d'un gigantesque amas d'étoiles, qui pourrait donner des trous noirs qui auraient 1 million ou 1 milliard de fois la masse du Soleil et dont la taille correspondrait à peu près à la taille de l'orbite terrestre. Et on pense que ces trous noirs géants alimentent certains noyaux actifs de galaxies, dont les quasars. Ils avalent tout ce qui passe. Oui, enfin, il ne faut pas non plus s'imaginer les trous noirs comme des monstres gloutons, comme se plaît à le présenter une certaine littérature à sensation. Pas du tout. Le trou noir se contente d'avaler ce qui passe à proximité. Par exemple, je peux vous dire que si on mettait maintenant un trou noir à la place du Soleil, un trou noir ayant la même masse que le Soleil, eh bien, les orbites des planètes ne seraient absolument pas perturbées, on ne se rendrait compte de rien sur le plan de la gravitation. Alors, bien entendu, il n'y aurait plus de jour, il n'y aurait plus de lumière, donc on se rendrait compte de quelque chose, mais la Terre, Mercure et toutes les planètes continueraient à tourner exactement de la même façon qu'elles tournent aujourd'hui autour du Soleil. Donc, je veux dire, le trou noir n'a pas une action particulière pour tout aspirer. Hein? Pour finir, j'avais commencé par les petits trous noirs, les trous noirs moyens, les trous noirs géants, mais je dois dire que pour finir la boucle, il n'est pas absurde de penser que notre univers lui-même dans son ensemble est peut-être un trou noir. Peut-être un trou noir. C'est une spéculation, certes totalement théorique, et qui n'est absolument pas absurde parce qu'elle repose sur des considérations de relativité générale. Et voilà. Donc la boucle est bouclée. Des objets aspirés alors, quoi. Si notre univers lui-même est un trou noir, ça pose beaucoup de questions sur le destin de la matière à l'intérieur du trou noir, parce que non, nous serions à l'intérieur d'un trou noir. Bon, mais ça c'est trop spéculatif, je pense qu'il vaut mieux arrêter là la question de l'univers dans son ensemble, trou noir. En revanche, alors, les trous noirs primordiaux, les trous noirs microscopiques restent encore du domaine de la spéculation très sauvage, parce qu'il n'y a aucun indice observationnel et sans soupçonner la formation de ces micro-trous noirs, qui entre parenthèses, au lieu de grossir, devraient exploser, devraient s'évaporer très rapidement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on ne croit pas tellement à leur existence, parce que s'ils existaient, on aurait pu avoir observé des résidus de leur explosion. On ne l'a pas fait. Donc restent les trous noirs issus de l'évolution des étoiles et les gros trous noirs au centre des galaxies. Et pour ça, comme je vous disais, on a un certain nombre d'arguments observationnels en faveur de leur existence réelle. Alors, je vais vous montrer dans quelques secondes, dans quelques minutes, un petit film remarquable qui a été réalisé, donc c'est aussi une simulation numérique, qui est un voyage autour d'un trou noir. C'est une sorte de simulateur de vol. Vous imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial a repéré dans l'espace un trou noir. Et ce trou noir, on va le voir. Alors pour voir un trou noir, ce n'est pas le trou noir lui-même que l'on va voir directement, puisque le trou noir n'émet pas de rayonnement, mais le trou noir va être éclairé indirectement par du gaz qui tombe à l'intérieur. Alors pourquoi? Ce n'est pas du tout une supposition tout à fait gratuite, c'est parce que effectivement, dans l'univers, beaucoup de structures, beaucoup d'étoiles denses sont entourées de gaz
qui tombent sur ces étoiles-là, très souvent sous la forme de ce qu'on appelle un disque d'accrétion. L'accrétion, c'est une autre façon, c'est un terme technique d'astronomie qui veut dire simplement attraction gravitationnelle. Bon, eh bien, de même que par exemple certaines planètes du système solaire, les grosses planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, sont entourées d'un disque mince de matière, qui sont constituées dans le cas du système solaire d'un agglomérat de cailloux, de glace, de petits rochers, de poussière. Eh bien, à un niveau plus grand, au niveau de certaines étoiles, on pense que certaines étoiles peuvent être entourées d'un disque qui est cette fois-ci constitué de gaz. Le gaz tombant petit à petit dans l'étoile, soit à la surface de l'étoile, s'il s'agit d'une étoile qui a une surface dure, comme une étoile à neutrons, ou soit carrément à l'intérieur, s'il s'agit d'un trou noir. Et le gaz, en tombant, chauffe et émet du rayonnement. Et par cet intermédiaire-là, qui est un intermédiaire indirect, c'est comme cela que l'on pense avoir détecté des trous noirs dans certaines régions du ciel, car on a détecté un rayonnement extrêmement puissant, qui est sous forme de ce qu'on appelle un rayonnement X, qui s'interprète comme le résultat de la chute de matière, la chute de gaz au sein d'un trou noir. Alors ce petit film montre donc un voyage dans un vaisseau spatial qui, aux alentours d'un trou noir entouré d'un disque d'accrétion. Donc ce que l'on va voir, c'est un gros disque noir, une sorte d'œil, un pupille de l'œil, entouré, absolument oui, entouré d'un disque d'accrétion. On va partir de très très loin. Alors vous voyez donc le fond du ciel bleu, on a repéré dans le ciel un trou noir. Alors ce qu'on voit donc, on voit quelque chose de rouge avec un point brillant, qui est donc le gaz, analogue un petit peu aux anneaux qui entourent Saturne. Alors évidemment la grosse différence avec un trou noir, c'est que le trou noir a une action extraordinaire sur la structure même de l'espace et du temps qui l'entoure. Le trou noir, par son champ de gravitation, va courber l'espace-temps. Courber l'espace-temps veut dire en fait trajectoire des rayons lumineux. Ce qui est intéressant avec un trou noir, c'est que lorsqu'on observe, si on observait un trou noir avec un disque autour, on verrait la totalité du disque, même les parties qui en principe dans l'espace ordinaire devraient être cachées. Parce que si vous observez Saturne, il y a une partie de l'anneau de Saturne que vous ne voyez pas, parce que ça passe derrière. Et bien si vous mettez un trou noir à la place de Saturne, vous verriez la totalité, non seulement du dessus de l'anneau, mais également, en raison de la déformation de l'espace-temps au voisinage du trou noir, vous verriez également le dessous de l'anneau, et en fait vous verriez une série indéfinie d'images, tantôt alternativement le dessus et le dessous. Alors bon, là on s'est approché, donc c'est un vaisseau qui est en chute libre vers le trou noir. Là on vient de traverser le disque, donc au départ on était dessous le disque, maintenant on vient de passer dessus le disque, et là on plonge dans le trou noir. Et là, et puis c'est fini, c'est le noir complet. Donc c'est une simulation numérique qui a été réalisée à l'Observatoire de Meudon par Jean Lamarck. Et qu'est-ce qui se passe alors quand... À l'intérieur du trou noir, le noir. Non, ce qui se passe, c'est que la théorie de la relativité générale prédit qu'une particule, un observateur quelconque, qui tombe au centre d'un trou noir, est irrésistiblement attirée au centre du trou noir, et là est déchiquetée par des forces de gravitation qui croissent indéfiniment. Des questions ? Je voulais savoir si les trous noirs peuvent mourir, et s'ils peuvent mourir, comment est-ce qu'ils meurent? Oui. Bon, enfin, j'aurais pu toujours un peu à utiliser un langage trop anthropomorphe pour la vie, la mort des étoiles, enfin c'est poétique, et ça, avec toutes les limitations que cela implique. Bon, disons que les trous noirs évoluent comme tous les objets dans l'univers. Ils évoluent. Mourir, je ne sais pas ce que ça veut dire pour un objet non inanimé. Disons que les trous noirs dont j'ai parlé essentiellement, les trous noirs d'air par exemple, grossissent que grossir au cours du temps. Alors ça c'est une propriété justement particulière des trous noirs, c'est qu'en fait les trous noirs sont des objets extrêmement simples. Bon, ce sont le fruit d'une théorie la plus compliquée de la physique, la relativité générale, mais en fait c'est un fruit doré tout simple, avec un nombre très restreint de paramètres qui décrivent toutes les propriétés des trous noirs. Et on a réussi à mettre en évidence un certain nombre de lois élémentaires de la physique des trous noirs, qui sont d'ailleurs l'analogue un petit peu des lois de la thermodynamique, qui régissent l'évolution des échanges d'énergie entre les différents systèmes. Donc en particulier, on sait que dès qu'un trou noir interagit avec de la matière, soit avec d'autres trous noirs ou soit avec de la matière ordinaire, le trou noir ne peut faire qu'une chose, c'est grossir. Un trou noir ne pourra jamais se couper en deux. Si vous rentrez en collision deux trous noirs, vous n'obtiendrez jamais 4 trous noirs par exemple. Le trou noir ne va pas se casser. Non, vous obtiendrez un seul trou noir qui va d'ailleurs être plus gros que la somme des 2 trous noirs par an. Ça, c'est une des lois fondamentales de la physique des trous noirs. Donc c'est comme ça que les trous noirs évoluent, dès qu'il y a de l'interaction avec de la matière et du rayonnement, puisque le trou noir emprisonne la matière et l'énergie, le trou noir emmagasine cette matière et cette énergie qui va contribuer à son extension, donc le trou noir grossit.
Alors, mis à part les trous noirs microscopiques auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, qui eux sont soumis à d'autres effets que la relativité générale, des effets de mécanique quantique, qui permettent en fait une évolution tout à fait inverse de ces micro-trous noirs hypothétiques. En fait, les micro-trous noirs, sitôt formés, disparaîtraient dans une gerbe extrêmement violente de rayonnement.